Bienvenue dans l'Agora du travail d'Aboutaf. On va parler aujourd'hui d'archipel, de liens sociaux et d'engagement. Alors pendant longtemps, le travail, il a été vraiment vu comme un espace d'unité, des horaires communs, un lieu commun, un récit commun. Et aujourd'hui, cette vision, elle est quelque peu chahutée. Les identités professionnelles deviennent multiples. On le voit avec le slashing ou les carrières beaucoup moins linéaires. Les appartenances se recomposent, hein, et la mondialisation, comme le numérique, déterritorialise nos vies et parfois nos collectifs. Nous parlons de plus que jamais de vivre ensemble, c'est ça le paradoxe, hein, et pourtant on a un sentiment de plus en plus grand de fragmentation. Alors comment finalement chacun parvient à maintenir cette alliance au travail? Comment maintenir cette affectio societatis quand tout semble pousser à l'individualisation? J'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Georgelin, qui est fondatrice de So Many Ways et spécialiste de l'engagement au travail. Tu es autrice aussi de 38 idées concrètes pour engager vos équipes. Le rapport au travail évolue et vous. Et puis Philippe Pierre, qui est sociologue, spécialiste du management intergénérationnel. Tu es un ancien DRH de L'Oréal, professeur de Sciences Po et auteur de L'Archipel humain que tu as coécrit avec Michel Sauquet. Quelle est la crise qui, selon vous, impacte le plus le travail aujourd'hui? Alors, bien sûr, c'est systémique. Je pense qu'on serait tous d'accord autour de la table, mais s'il faut en choisir, un d'angle, je choisirais psychologique, en référence, à plusieurs choses. Des managers épuisés. On voit qu'on a un jeune sur 2 qui a pas envie de devenir manager, les managers particulièrement, voilà, à bout de souffle dans leur métier aujourd'hui. On voit qu'on a une hausse de l'absentéisme, plus 41 en 5 ans en France. Avec comme une des principales causes évoquées, l'augmentation des arrêts longs liés à la santé mentale. Et si je dois donner un dernier angle en lien avec la psychologie, je dirais, le récit. Tu parlais de récit dans ton intro, qu'on se fait du travail et on se dit juste que, on veut plus travailler, on a que ce récit-là quelque part, qui nous habite. Donc voilà, moi je choisirais psychologique. Ben, moi, je vais Voilà. choisir un angle sociologique, du coup complémentaire. Ce que j'observe, c'est en effet une crise de la vocation managériale, Mmh. et puis également peut-être une crise de la reconnaissance des différences dans l'espace du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous amener à parler d'interculturel. Et pour toute équipe dirigeante, il y a un enjeu majeur, magnifique, c'est comment créer un socle culturel commun aujourd'hui, en 2025, avec autour de nous des personnes qui discutent des principes. Et donc, c'est peut-être pas une crise de sens, mais en tout cas, c'est l'enjeu de la co-construction du sens qui me semble également très important. Merci beaucoup. Alors dans l'introduction, je parlais, de pas mal de fragmentation, et c'est toi qui portes notamment, ce message, enfin, c'est ce diagnostic dans ton livre. Il y a on vit un monde de fragmentation, notamment dans le travail, et je voulais savoir, un peu, ta vision, enfin, en tout cas, ton diagnostic par rapport à ça. Qu'est-ce qui explique, enfin, donc les causes, et le diagnostic, par rapport à ça? C'est-à-dire qu'est-ce qui expliquerait cette fragmentation? Tu nommes plusieurs choses. Il y a l'hyperconnectivité, la fin des croyances collectives. Tu parles d'une mosaïque d'identités individuelles et communautaires. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ouais, alors avec Michel Sauquet, avec lequel je travaille depuis maintenant de nombreuses années, quand on évoque la fragmentation, en fait, on évoque un pays qui fait vivre comme ça des personnes ou des communautés ou des groupes qui ne communiquent pas vraiment, qui vivent en parallèle, qui vivent côte à côte. Et ça, cette approche-là, nous, on la baptise multiculturelle. Mmh. C'est-à-dire que je travaille avec quelqu'un, mais je ne connais pas vraiment son histoire de vie. Je ne m'intéresse pas tellement à ses croyances religieuses s'il en exprime. Je ne m'intéresse pas tellement à son histoire. Bon, ça, c'est multiculturel. Et c'est vrai que beaucoup d'aspects aujourd'hui nous amènent à constater que dans les espaces de travail, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous disent on a de moins en moins de temps pour agir et trouver le sens de l'utilité des choses, mais dans le même temps, on a de plus en plus de personnes à qui on doit rendre compte de ce qu'on fait. C'est un peu comme si notre espace temporel se contractait, de moins en moins de temps pour faire, et de plus en plus de gens, notre espace social se dilate en quelque sorte. On a de plus en plus de gens à qui on doit rendre compte, tableau de bord, indicateur de progrès, critères de mesure. Et donc là, je crois qu'on touche à quelque chose d'important, c'est l'absence de rencontre. Et donc, si on veut passer de la fragmentation, qui est un paysage en quelque sorte avec plein de trous entre les relations, à l'archipel, qui est une figure positive dont on va reparler tout à l'heure, à ce moment-là, c'est important pour nous, il convient de transformer le rendez-vous. Un rendez-vous, ça se pose dans un agenda, puis ça s'écarte en rencontre. Et un des enjeux pour moi du passage de la fragmentation à l'archipel, dans l'espace des entreprises notamment, c'est de favoriser les conversations,
c'est de pouvoir en fait vivre des rencontres. Une rencontre, c'est une posture d'accueil à l'inconnu. C'est d'abord une posture d'accueil à l'inconnu. Et donc, c'est un travail magnifique dont on va parler, mais de formation des lignes managériales, d'étonnement volontaire de l'équipe dirigeante. Donc, on est dans l'obligation aujourd'hui de faire face à cette crise de sens et de passer de la fragmentation à la belle figure de l'archipel. On va y revenir après, plus en détail. Et toi, parce que toi, tu accompagnes plein d'entreprises, Mmh. cette fragmentation, comment elle se manifeste? Est-ce que déjà tu l'observes, sur le terrain? Oui, bah, déjà les symptômes, on les connaît tous, mais déjà il y a la crise, du désengagement. L'enquête de référence Gallup, Mmh. témoigne après année que ça s'empire, j'ai envie de dire, dans le monde. On était à 23 l'année, précédente, cette année 21 à l'échelle mondiale, 13 d'engagement, hein, pardon, à l'échelle européenne et les Français 8. Donc on Je est crois qu'on a quand gagné un point, non, par rapport à l'année dernière? en France. En France? En France, on est passé de 7 à 8 Oui. Mmh. exactement. Mmh. Mais bon, on reste quand même à la traîne quand Ah, tu c'est clair. vois, comment on est positionné. Donc, ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième, c'est l'absentéisme, j'en ai parlé en introduction. Le troisième, j'en ai également touché un mot, mais, c'est la crise de vocation, pour reprendre ton Mmh. terme managérial. Et puis, bah, en paradoxe, il y a la crise du recrutement. On a de plus en plus de mal à attirer des talents. Tu as plus d'une entreprise sur 2 aujourd'hui qui dit qu'elle est en difficulté. Il y a eu une légère accalmie, j'ai envie de dire, mais tous les observateurs te disent que ça va pas durer pour des raisons démographiques. Mmh. Donc, ça, c'est les symptômes, j'ai envie de dire. Et comment, on vit ça dans l'entreprise? Bah, avec une grogne à tous les niveaux quelque part. Des dirigeants épuisés, des managers qui ont plus envie de manager, et un sentiment de manque d'équité, Ouais. et de reconnaissance dans les équipes qui va croissant et qui amène, voilà des Et c'est ça une donc grogne. c'est ça qui crée cette fragmentation du coup, c'est qu'il y a une sorte de repli, de mécontentement, une sorte de mosaïque de mécontentement qui fait que Exactement. chacun, Une mosaïque de mécontentement qui se traduit dans les comportements, ouais. différemment. Je Mmh. pars, je m'absente, et cetera, ou je me désengage, et puis qui a comme cause racine, plein de choses, mais si je dois en choisir 2, je dirais le sentiment de reconnaissance, donc de considération, et le sentiment d'inéquité entre, des cadres, par exemple, qui ont accès au télétravail, des lignes terrain qui ont le sentiment d'être les dindons de la farce. Et on voit bien que, par exemple, l'absentéisme est parfois une réponse à dire: «Bah, déjà que moi j'ai pas le droit au télétravail, en plus on m'en demande toujours plus, mon travail il est pénible. Bon, ben, je vais un petit peu faire ma propre loi, à l'intérieur de l'entreprise et potentiellement, ben, m'absenter, soit uniquement moralement, soit aussi Mmh. physiquement». On peut rappeler qu'il y a que 27 je crois, des personnes qui ont accès au télétravail en France, si je me Ouais, trompe pas hein, sur moins d'un tout tiers ouais, c'est des ça, actifs. ouais. Du coup, je reviens sur cette idée d'archipel. C'est un joli terme, je trouve et Mmh. tu vas nous raconter, peut-être la genèse de ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu mets derrière l'individu archipel? Parce que pour toi, chaque individu est finalement un archipel. Et du coup, moi, ce qui me vient, c'est que, du coup, si on est un archipel, on a chacun un rapport au travail différent. Mmh. Donc comment, voilà, qu'est-ce qu'un archipel et comment ça définit finalement, un rapport au travail, selon toi? La figure de l'archipel, elle nous est apparue avec Michel Soquet comme une évidence. On l'a empruntée au philosophe Édouard Glissant. C'est Édouard Glissant, dans ses nombreux poèmes, dans ses travaux, qui nous invite à penser cette figure de l'archipel. Alors pour nous, l'archipel, c'est un passage. C'est le passage du centre à des centres. Moi, si je m'observe, en fait, depuis tout petit et puis adolescent, jeune adulte, au centre de ma vie, il y a trois grands piliers. Et je pense que c'est en lien avec la crise du sens et la mise à l'épreuve de l'engagement. Ces trois grands piliers, en fonction des semaines, c'est ma famille, mon travail et mes amis. Et tout tourne autour. Et j'ai été élevé, en fait, dans cet imaginaire du centre. Cet imaginaire même où je me pose en m'opposant. C'est ma vérité contre la tienne, c'est mon engagement viscéral, le viseur du chef contre ceux qui sont sur le radar. Et un certain nombre de facteurs, notamment sociologiques, Anaïs l'a évoqué, la technologie, l'ultra-quotidienneté dans nos vies de la technologie, les mobilités, les migrations. Il y a dans nos équipes de travail de plus en plus de personnes qui travaillent avec nous dans une langue, qui parlent le soir à leurs enfants ou leurs conjoints dans une autre, et qui parlent à leurs parents parfois en fin de semaine dans une troisième. Mmh. Et donc on est face à ces identités mosaïques, ces femmes et ces hommes pluriels. Et puis il y a aussi certainement, et on y reviendra sûrement, mais une mise à l'épreuve des grands systèmes porteurs de sens.
C'est-à-dire que l'État, l'école, l'armée, l'Église, l'entreprise, notamment la famille, sont de moins en moins enclins à nous proposer une vérité qui mobilise. Et donc, il n'y a pas un cap et un cadre unique Mmh. monoculturel à désigner, et tout le monde vient avec nous. Non. Il y a une épreuve de vérité qui passe par la rencontre et qui est interculturelle. Et donc, l'archipel, c'est le constat qu'il y a de plus en plus de nos contemporains qui font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes, qui sont pas tout entiers ce qu'ils sont quand ils le sont, et qui revendiquent du coup d'affirmer en fait des identités mosaïques. Je suis toujours plus que ce que tu crois que je suis. C'est ce que nous disent en fait ces femmes et ces hommes archipels, en quelque sorte. Alors, c'est une singularité Oui. finalement, et qu'il faut respecter. Donc moi, je me pose toujours cette question, de la singularité de chacun, parce qu'on nous dit: «Viens comme tu es au travail», par exemple, viens ou d'ailleurs pas qu'au travail, dans la vie, il faut être Ouais, comme on ouais. est, on voit qu'on est dans l'époque, alors j'ai pas envie de parler de wokisme, mais Mmh. c'est l'éveil de soi, de ses singularités et je c'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Donc au travail, comment on fait pour finalement respecter, Mmh. cette archipélisation, pardon, individuelle du coup, et la faire fondre dans un collectif qui est de plus en plus fragmenté? Mmh. Je trouve que l'équilibre, il est toujours très complexe à trouver, Oui, enfin, c'est un défi, à la Mmh. fois, immense et magnifique, je trouve, ce qu'on nous demande d'inventer là. Et moi, j'aime bien parler de co-responsabilité. Donc, sur ce sujet, c'est de se dire que à tous les échelons de l'organisation, il y a une responsabilité. À l'échelle, des équipes dirigeantes au sens, large, l'enjeu et la responsabilité pour moi, c'est de standardiser la personnalisation. OK. Donc de relever ce défi, de se dire: «On peut plus dans le monde d'aujourd'hui faire la même chose pour tout le monde et si tu es pas content, tu as qu'à aller voir ailleurs». Ça ne fonctionne plus pour, les multiples raisons qu'on a évoquées et on ne peut pas non plus faire, un cas, une personne. Ça, à partir de 3, 4 personnes, ça marche plus et à chaque fois qu'on essaye, de passer, sous le tapis, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un cas, une faveur individuelle, ça revient en pleine face. Donc il y a ce défi des équipes dirigeantes de réfléchir à des modèles où des alternatives sont possibles en fonction des moments de vie qui ont, des avantages et des inconvénients, qui peuvent être du coup perçus comme, équitables. Le classique, c'est travailler plus, et gagner plus ou parfois travailler moins et gagner moins, mais en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a plein de choses à inventer et qui se font déjà dans les entreprises pour, penser ces moments de vie et permettre, en fonction de sa singularité et de ses besoins, de vivre différemment l'expérience de travail dans une même entreprise. La deuxième responsabilité, de ces dirigeants, c'est donc de bien choisir les managers. Et je sais que c'est difficile à l'heure où, de moins en moins de gens ont envie d'être manager. Donc il y a un Exactement. récit à créer Mmh. pour redorer, la fonction managériale, d redonner envie. Moi, j'aime bien parler d'un métier à impact pour que les gens qui aiment ça et qui ont envie de se saisir de ce sujet de la singularité, y aillent et soient valorisés pour ça. Ensuite, tu as le niveau managérial. Donc quelle est la responsabilité des managers? Et là, on va se rejoindre. Pour moi, c'est de créer des espaces de conversation, où, on cherche à vraiment comprendre comment vont les gens, qu'est-ce qui est important pour eux et donc grâce à ça, on est en capacité d'adapter sur le terrain nos modes d'interaction. C'est pas, faire, un cas, une personne à nouveau au sens, générer de l'inéquité. C'est en revanche ce à quoi tu vas être attentif, ce dont tu vas te rappeler toi en tant que personne à la fin de l'année de mon acte managérial, c'est pas la même chose que pour une autre personne et donc comment j'arrive à, voilà, créer cette rencontre-là et ensuite, et c'est pas, une mince affaire, il y a la responsabilité individuelle et là, le défi à relever, c'est pour moi être capable, chacun à notre niveau, d'identifier nos besoins, d'exprimer nos besoins et de le faire en respectant le cadre collectif et une fois qu'on s'est dit ça, c'est simple, mais rien de tout ça, on l'a appris à l'école. Ouais, je trouve que je me fais l'avocat du diable. Je trouve que c'est un récit très beau, Mmh. mais du coup, je me pose toujours la question aussi de l'usure managériale, en fait. Mmh. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire quand tu Mmh. dis faut retravailler un récit, il faut redonner envie. Voilà, du management de l'impact, du management de l'attention. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment un facteur d'usure. Tu as raison, on Ouais, l'a dit déjà plusieurs fois depuis le début de cette interview, ouais, les managers en ont marre ouais. et on n'a pas parlé des dirigeants de PME, de TI en particulier, dont je fais partie, dirigeante Mmh. d'une petite entreprise. Oui, c'est fatigant en fait et tu passes un temps fou à essayer de déplacer le curseur et pour moi, ce qui rend ça usant, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller.
Ça veut juste dire qu'on est encore dans des entreprises du XXe siècle, dans le XXIe siècle. Et donc, le modèle d'entreprise ne facilite pas ça. Donc, on est un petit peu dans le choc des cultures, quelque part. Et une autre responsabilité des équipes dirigeantes, quelque part, je ne l'ai pas dit, c'est choisir des managers qui aiment manager, mais leur donner le temps de manager. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, ce Ouais. qui est usant pour le manager, c'est qu'il fait ça en pilotage. plus du reste. Ouais, ouais. Donc, bien sûr qu'il ne peut pas bien le faire. En revanche, si demain, tu dis à des managers, au moins 50% de votre temps doit être consacré à ça. Donc moins d'opérationnel, plus De management, en fait. de Le liens, management est de un liens. métier. Non, parce qu'il y a le reporting et tout Bien ce sûr. fratras qui embête Non, beaucoup de les monde. Ouais. 50% D'accord. devraient être consacrés, D'accord. pour moi, à vraiment aller soutenir tes équipes. Identifier qu'est-ce qui va leur permettre de bien faire leur travail, tout simplement, et créer du lien, de la cohésion, voilà, pour aller dans le sens du propos archipel. Je voulais souligner en fait l'importance dans le propos d'Anaïs, et elle a raison, c'est de l'équité. Je pense qu'il y a un travail à faire et certainement à regarder autour de nous. Il y a beaucoup de réflexes égalitaristes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à donner la même chose à chacun, quels que soient les efforts consentis, pour acquérir en quelque sorte une petite paix sociale. Et ça, je le comprends. Moi-même, j'ai été comme ça quand j'étais jeune manager. J'avais tendance à confondre le fait d'être au service de mes équipes et m'enchaîner à leur temps. Et mon bureau devenait en quelque sorte la chambre d'écho des petites misères et des grandes souffrances. Et là, j'avais beaucoup de difficultés pour me ressourcer, parce que je voulais bien faire, mais d'une certaine manière, je ne savais pas dire non et fermer ma porte. Et il faut savoir se ressourcer pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un. Donc ça, c'est le risque d'être au service. Et puis, ce qui nous rassemble, c'est de rendre service. Et pour rendre service, il faut avoir été formé. Et pour moi, dans une entreprise apprenante, intégrante, le premier devoir d'une équipe dirigeante, c'est de former son premier niveau d'encadrement. Celui qui est au plus près du terrain, entre le marteau et l'enclume. Ceux qui nous disent on a de moins en moins de temps pour faire, mais de plus en plus de gens à qui on doit expliquer ce qu'on fait. Le management, c'est une morale de l'énergie. Et donc, c'est une conquête sur le temps qu'on a, c'est vrai. Et puis, c'est du compagnonnage, c'est du mentorat. Ce sont des belles pistes et nous sommes attachés à ça. Il faut, je crois, vraiment avoir cette triple exigence. Former son premier niveau d'encadrement. Je dirais affirmer l'équité. Alors, pour moi, la définition que j'en ai, c'est identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. Identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. Je crois qu'il faut vraiment le rappeler. Une équipe dirigeante, elle est jugée sur sa capacité à marquer des différences qui profitent à tous. Et donc, comme tu l'as dit, à identifier des personnes qu'on va appeler tout à l'heure talentueuses. Et puis ces talents, il faut les protéger. Il faut les protéger de ceux qui peuvent avoir moins de courage en situation, qui sont parfois armés de mauvaises intentions et que j'appelle dans mes travaux des pH neutres. Ils rentrent dans ton bureau, tu t'ennuies déjà. Ah oui, ça arrive. Et en plus, ils chassent en meute, les pH neutres. Donc, dans nos organisations apprenantes, on a tout intérêt à identifier, comme tu l'as dit, des personnes talentueuses et puis leur donner plus de temps qu'aux autres. La nourriture d'un talent, c'est le temps et la proximité qu'on donne. Donc c'est intéressant parce que tu parlais j'aimais bien moi la différence entre rendre service et être au Oui, service de. Donc en gros, le servant leadership, t'es pas c'est-à-dire, j'en donne une autre t'es pas trop un définition. adepte. Si, j'en suis un Une adepte, petite adaptation, mais voilà. voilà, Sémantique, voilà, dirons-nous. je fais une adaptation qu'on va dire sémantique. Ouais. Oh, c'est Oui, oui. intéressant, par Ben contre, oui. parce que je pense que ça change Ça me la parle donne. beaucoup, ouais. Parce que, tu vois, quand tu es au service des autres, tu es peut-être satisfait parce que tu as l'impression de donner beaucoup, mais en fait, c'est pas un vrai cadeau que tu fais puisque tu n'as pas mis ta terre en jachère. Par rapport à l'égalitarisme, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est aussi une culture française qui est très ancrée. Enfin, il y a beaucoup d'égalitarisme et non pas Latine, ouais. d'équité. Et du coup, je pense que ça infuse aussi dans les organisations, alors qu'il faudrait rentrer dans cette logique d'équité où on n'est pas tous pareils. Donc, ça veut dire que pour compenser un certain nombre de lacunes ou pas, d'ailleurs, juste à un moment donné, des moments de vulnérabilité, et c'est pas grave, il faut s'adapter. Et ça, je trouve qu'en France, alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai cette forte impression voilà, de pression égalitariste, quoi. Mais surtout, même à l'école. Oui, je crois que Je ça suis fait maman, donc partie de nos je modèles. peux en parler librement. Mais... Je crois que ça fait partie de nos modèles éducatifs. Ouais. Et puis, moi, je me mets en colère aussi parfois, tu sais, contre certains termes qu'on utilise. Je vous en donne un exemple, la diversité. La diversité, c'est le caractère de ce qui est pluriel. C'est pas un idéal politique, la diversité. Puisqu'on est tous différents, comme tu viens de le dire, Laure, et qu'on chemine et qu'à trépas, on sera encore différents. Il ne faudrait pas parler de diversité. Rendre compte, c'est la diversité. Non, il faut agir. Et agir, ça, c'est une politique de la reliance, c'est l'interculturel. Léon Gambetta disait qu'il fallait faire des égaux par la formation au management, par l'identification de nos meilleurs éléments.
Donc la diversité, c'est une notion fade. Le vivre ensemble même me semble une Ah, notion parlons-en. fade. Non, je crois beaucoup Bah, plus c'est galvaudé aujourd'hui, on va pas se galvaudé. mentir, Je hein. crois beaucoup plus en une morale de l'énergie qui nous fait passer en fait du je te tolère à je grandis avec toi. Mais ça, je crois que ça nous Exactement. rassemble, hein. Mmh. C'est exactement. Passer d'une logique de tolérance à une logique de reconnaissance. Alors justement, tu parlais de la reliance. Je voudrais qu'on passe un peu à la partie qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On l'a un peu effleuré là, on a commencé à l'effleurer, mais donc pour, recréer du lien, cette reliance, il y a une expression que tu utilises et que j'aime beaucoup, c'est la suspension du jugement. Ah oui, Donc ça m'a fait penser à bien l'époquée sûr, des bien sûr, sceptiques, c'est-à-dire, bien sûr. ne pas se précipiter dans le jugement, à prendre du recul pour le coup, pour, atteindre l'ataraxie, qui sait. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, ce cheminement, il peut être mis en place en entreprise? Parce Oui, que avec c'est pas plaisir. simple, hein, d'appliquer des principes philosophiques en entreprise. Non, et pourtant on en a Ouais. bien besoin Ah bah parce ça, je que, sais. Mmh. il m'arrive de me désoler, de voir, certains dirigeants qui sont tellement pris en fait par leur, quotidien qu'ils en oublient le temps de la lecture ou le temps même de la Mmh. méditation et ça, c'est aussi quelque chose qui nous rassemble. Alors, le principe général, c'est l'étonnement volontaire. On peut même dire en fait que la grande qualité d'un dirigeant, c'est de créer autour de lui des espaces de parole pour s'entendre dire des choses utiles qu'il n'a pas envie d'entendre. Et ça, c'est véritablement une discipline, hein. C'est une morale de l'énergie manager. Donc s'étonner volontairement. Et pour être, je dirais, rapide, c'est trois choses. La première, c'est se hâter de ne pas juger trop vite sur le plan moral. Je me souviens quand j'étais DRH d'un candidat qui m'avait demandé: «Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise?» J'avais vu monter en moi une forme d'énervement intense. C'était dans les années 90 ou quoi? Parce que Ouais, ah oh, voilà. c'était même, en Voilà, parce que 2000, maintenant on peut c'était. l'entendre, je pense, mais bon, Maintenant, quoique. on l'entendrait, hein. Ouais, ouais. Et je me souviens lui avoir répondu: «Vous savez, monsieur, comment s'appelle notre plus grande salle de réunion ici? La salle de confrontation». Ça n'a pas créé chez lui de désir agissant, ça l'a pas mis en forte motivation. Ouais, Mais spontanément, j'avais envie de juger et je l'ai ouais, jugé. Je me ouais. suis dit: «Il est pas fait pour nous». Bon, puis après, je me suis repris. Suspendre son jugement, c'est très, très important. La deuxième chose, c'est distancier son regard. Parce que suspendre, comme tu l'as dit, c'est tolérer, c'est un peu Mmh. passif. Non, il faut s'entourer de gens qui te disent des choses que les autres ne te disent plus ou pas. Et ces personnes-là en entreprise, on va les appeler des femmes et des hommes ressources. Ce sont des personnes à tous les étages de la hiérarchie qui te font un cadeau en te disant des choses sur toi, hein, ton tempérament, la manière dont tes équipes te voient, parfois qui te donnent ton surnom. Un dirigeant connaît son surnom, il en a plusieurs. Ça, c'est distancier son regard. Et puis, ça suffit encore pas. S'étonner volontairement, ça passe aussi par tenter d'expliquer aux autres comment on a l'impression de fonctionner. Expliquer ou tenter de le faire son mode d'emploi. Et il y a une question que je pose souvent aux dirigeants que j'accompagne, c'est quelles sont les trois choses sur lesquelles tu ne transiges pas? On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas bien fonctionner avec nous si on n'a pas pris le Mmh. temps, patient, de lui expliquer à nos yeux ce sur quoi on ne transige pas. Et en entreprise en 2025, on ne prend pas assez le temps de ces points d'ancrage, qui sont absolument essentiels, les racines et les ailes, les deux. Je peux aller à la rencontre de l'intelligence de l'autre si d'abord je fais un travail sur moi-même de connaissance de finalement mes priorités dans la vie. Ben ça, moi, on m'a pas appris, tu l'as dit tout à l'heure, dans nos schémas éducatifs, on m'a pas beaucoup appris à travailler ça, hein. Donc les formateurs ont beaucoup encore d'avenir, j'en suis convaincu. L'IA ne va pas aller remplacer, donc Non, non, ou en tout cas, il bravo, un faudra message travailler avec. d'espoir, ouais. Oui, 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 il faudra travailler avec. Donc c'est intéressant les questions, pour mieux se comprendre parce que ça me fait rebondir sur un des outils que tu as mis en place, il y a alors il est dans ton livre, le Workoscope, Mmh. mais il existe depuis pas mal de temps et il Mmh. était à destination, pardon, plutôt des individus au départ, Mmh. des employés. Tout à fait. Et alors c'est marrant parce que dans ton livre vraiment tu le mets comment dire? Tu les mets dans la main des managers ou des RH pour, Mmh. mieux comprendre leurs salariés. Alors peut-être si tu peux revenir sur la genèse, de ce Workoscope, parce que je crois que c'est, enfin cette série de questions que tu proposes, Mmh. tu l'as pas fait du jour au lendemain avec ton petit crayon et un papier, c'est une vraie véritable enquête, beaucoup de données que vous Mmh. avez, sur lesquelles vous avez travaillé et surtout, comment on l'utilise pour pas essentialiser? Ça Mmh. c'est ma question un petit peu, poil à gratter. Mmh. Donc le Workoscope, c'est, une grille de lecture sur le rapport au travail. C'est venu effectivement So Many Ways il y a 10 ans. J'ai commencé il y a 10 ans en B2C, en accompagnant des gens qui se posaient des questions sur, leur place dans le monde professionnel et qui étaient, notamment en quête de plus de sens. En commençant à travailler avec ces personnes, on était une association à l'époque, donc à recevoir, plusieurs milliers de personnes qui nous ont,
partageaient leur chemin de vie professionnel, les questions qui se posaient et leur velléité pour la suite, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Un, beaucoup de gens cherchaient du sens, mais deux, ce sens-là ne voulait pas du tout dire la même chose pour chacun d'entre eux, quelque part. Et enfin, il y avait un peu une petite musique ambiante qui faisait faire des raccourcis, qui leur faisait croire quelque part que l'herbe était plus verte ailleurs. Et finalement, dès qu'on accompagnait les gens à se poser les bonnes questions et à identifier ce qui faisait vraiment sens pour eux, et à passer à l'action en l'exprimant là où ils se situaient dans l'entreprise, bah, il y avait des chemins possibles là où ils étaient. Et ça m'a fascinée. Et assez vite, ça a fait qu'on a des entreprises qui se sont intéressées à nos travaux, à ce qu'on produisait. Très vite, le Workoscope, on l'a décliné au niveau managérial en Mmh. réalité. Même si 2017 pour les particuliers, 2018-2019 déjà, Parce on qu'il était déclinait en accessible en ligne entreprise. en 2017, c'est ça? Non, j'avais l'impression qu'il était accessible. C'était Ouais, tout 60 à fait. questions, ouais, Exactement, ouais. ouais, ouais. Donc on a récolté aujourd'hui, je ne saurais plus te dire, plus de 50 000 pardon, Énorme. réponses. Ah ouais, ouais. Et donc le Workoscope, c'est 5 modes de rapport au travail qui ont chacun leur levier de sens et donc si tu le positionnes au niveau managériel, leur levier d'engagement. Le mode ascension, le travail comme moyen de reconnaissance sociale, faire carrière, hein, je vais simplifier là pour la durée d'interview qu'on a. Basiquement, le mode équilibre, le travail comme moyen de vivre ma vie, je trouve du sens parce que mon travail me permet d'être au centre de mes différents piliers. Le mode impact, le travail comme moyen de changer le monde, donc le sens au sens sociétal. Le mode transformation, le travail comme moyen de changer ma boîte. Avant moi, après moi, chez L'Oréal, dans la PME du coin, c'est pas pareil. J'ai eu un impact sur la manière de faire dans cette entreprise. Et enfin, le mode introspection, le travail comme moyen d'expression professionnelle, personnelle, pardon. Donc mon travail me permet de créer quelque chose qui me ressemble, qui est singulier. Donc ces 5 modes de rapport au travail-là ont chacun leur levier d'engagement. Et un outil, ce qui compte, c'est l'usage que tu en fais et les garde-fous que tu mets autour. Mmh. Un marteau est un outil, tu peux t'en servir pour planter un clou ou pour tuer quelqu'un. Le disque, le MBTI et le Workoscope, c'est pareil. Nous, on met toujours des garde-fous qui est de dire c'est une grille de lecture. Pourquoi on utilise des grilles de lecture? On cite Paul Valéry parce que le monde, ce qui est complexe est inutilisable, mais ce qui est simple est faux. Donc oui, c'est simple, donc c'est faux, mais ça vaut toujours mieux que le Mmh. manager qui va toujours voir le monde par un ou deux angles qui lui sont familiers. Donc en ce sens, tu parlais de décentrer. Pour moi, ces outils-là doivent servir à décentrer et il faut mettre bien les garde-fous, qu'on n'ait pas un mode, qu'on n'ait pas une case, qu'on n'ait pas une couleur si on en prend d'autres. Mais j'ai mis et j'ai toujours pas eu ma réponse, hein. Si quelqu'un qui nous écoute peut me la donner, au défi les chercheurs qui ont poussé ce sujet en disant: «C'est pas scientifique, ça va pas» et cetera, de me démontrer que c'est pire d'avoir des managers quand c'est amené comme on vient de se le dire, qui ne sont pas capables de se décentrer parce qu'ils n'ont pas eu de grille de lecture qui les aide à sortir de leur vision du monde. Mmh. Et on parle toujours, c'est les on parle toujours du point de vue des DRH qui utiliseraient ça pour manipuler les foules, mais pas assez du point de vue du manager qui sinon agit toujours de la même manière. Donc voilà, en quelques mots, comment je préconise peut-être d'utiliser ce type d'outil. C'est un travail magnifique aussi qui a été fait par Michel Soquet et Martin Viella-Just qui s'appelle le culturoscope. Ah bah, Et donc, incroyable. du coup, là, on est vraiment dans des ponts, des liens et des correspondances. Et tu as beaucoup insisté et tu as 1000 fois raison qu'on doit faire une différence entre l'outil, la boîte à outils et le sens du bricolage. Mmh. Et donc, le culturoscope, c'est 70 questions à se poser quand on travaille avec quelqu'un qui ne me ressemble pas. Ah. Et donc, c'est l'angle plus Mmh. proche, le rapport au temps, le rapport à l'espace, rapport à la Mmh. nature. Et je trouve que ces deux outils, du coup, sont très complémentaires. Voilà, c'est une proposition que Mmh. je fais. Ouais. Ensuite, en t'écoutant, il y a une deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a une pluralité des motivations chez chacun. On n'est pas toujours en accord avec nous-mêmes entre le matin et le soir. Donc, on est même intérieurement pluriel. Si on reconnaît cette diversité des motivations, je pense que ce qui fait reliance, c'est de reconnaître aussi la pluralité des formes d'organisation. Pour moi, l'entreprise harmonieuse de demain, elle est pépite et pépinière, au minimum. C'est-à-dire qu'elle est hiérarchique verticale pour les personnes qui en font la demande et qui se sentent bien dans ce système-là, et qui ont envie de se développer dans une carrière longue. Mmh. Il y en a encore, et même chez certains jeunes. Donc ça, c'est la pépinière. C'est l'esprit de famille, c'est l'idée qu'on te protège si tu es fragile et vulnérable, c'est l'idée que si je te perçois comme compétent, il n'y a aucune raison que tu partes de chez nous. Et puis, on est de plus en plus à admettre qu'il y a un modèle pépite.
Le modèle pépite, c'est le modèle de passage. C'est le modèle de personnes qui nous disent à la fin d'un entretien, vous savez, je ne resterai pas longtemps chez vous. Je resterai si j'apprends à apprendre. Et ça, dans le propos d'Annie, ça me semble aussi très important. Je pense que la reliance, c'est la capacité qu'on a à créer du temps disponible, libéré psychologiquement pour l'autre. Ça, c'est le premier point. Et la reliance, c'est aussi accepter l'idée qu'à un moment donné, les personnes vont faire mieux que nous, vont nous dépasser, et elles vont s'épanouir ailleurs que chez nous. Et donc, je dis ça souvent, si tu veux fidéliser tes meilleurs éléments, parle-leur d'ailleurs, et empresse-toi d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire pourvoiler de grilles de compréhension du monde, ce petit supplément d'âme, et ils vivront en fait quelque chose de beau, qui sera leur propre trajectoire. Et puis ils pourront revenir, salariés boomerang. Donc ce que je voudrais souligner, c'est la très grande diversité demain des modèles d'organisation. Je ne crois pas au grand soir, je ne crois pas aux pages qu'on tourne, la poursuite d'un seul modèle d'organisation. Non, je crois à la coexistence des formes. Je crois qu'une PME qui devient une ETI, qui grandit et qui est harmonieuse, doit s'attendre en fait à faire vivre différents modèles d'organisation. Là, un peu pépinière, là, un peu pépite, là, un peu de slasher, là, encore autre chose. Et qu'au final, en fait, on passe beaucoup de temps à créer ce socle culturel commun. C'est du temps passé avec, c'est du temps de formation, de mentorat, en matière humaine, des outils simples, longtemps. Ce qui fait la reliance pour moi, c'est pas des usines à gaz, surtout pas. C'est pas le travail de consultant de passage qui facture très cher. Ce sont des choses simples, longtemps. La répétition fixe la notion. Ça, j'en suis convaincu en matière humaine. Alors oui, juste une question, c'est qu'on vit quand même dans un monde d'accélération. C'est pas moi qui le Oui, dis, c'est Hartmut Rosa qui en parle beaucoup, de paradoxe de l'accélération. Et j'achète tout ce que tu dis. Mais je trouve que c'est compliqué à mettre en place aujourd'hui. Enfin, c'est compliqué. J'ai pas l'impression qu'on l'observe moi parce qu'on est je pense, obsédé ouais, par la vitesse, ouais. par la vitesse égale performance. Et d'ailleurs, c'est complètement Mmh, mmh. décorrélé pour moi. Mais enfin, bon, bref, c'est un biais ou en tout cas une croyance. Et je trouve que c'est compliqué, voilà, de décider de prendre du temps pour ses équipes, de faire du mentorat longtemps, de tester longtemps, parce qu'on va tester 5 minutes et on va se dire bah, ça fonctionne pas, donc ça sort. On est aussi là-dedans, je trouve, beaucoup dans nos sociétés. Je pense que le système, il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est d'abord égalitariste foncier. Mmh. Le système, il nous pousse aussi aux effets de mode et donc à tourner les pages très vite. Non, 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 le temps qu'on gagne sur soi et pour les autres, c'est une conquête. Il faut vouloir, Ah oui, vouloir, disait le je suis. philosophe. Il faut Mmh. vouloir, vouloir. Et donc, une équipe dirigeante, pour moi, hein, elle allège le travail des autres. Elle va beaucoup s'attacher à minimiser au maximum les critères de mesure, les indicateurs de progrès. On rend compte et on se dédouane. On se dédouane. On a fait de la diversité, alors à ce moment-là, on est tranquille. Non, 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 non. Ouais. Une équipe dirigeante, elle allège. Et elle identifie aussi, ça je pense que c'est un point qui nous rassemble, elle identifie les ressources qui sont les plus talentueuses. Et pour moi, la qualité première du talent, c'est la générosité. Un talent, pour moi, une personne talentueuse, elle est généreuse. Et d'ailleurs, quand elle quitte l'entreprise, nos équipes s'en souviennent longtemps. On va appeler ça l'énergigramme, c'est-à-dire le supplément d'âme de quelqu'un qui m'a transformé en me donnant beaucoup. C'est ces personnes-là qu'on doit, de toutes conditions, de toute couleur de peau, de toute adresse Bien sûr. postale. Ben ça, mine de rien, c'est quand même un travail, c'est un engagement qu'on prend contre les critères de mesure trop tôt pensés, contre les indicateurs trop vite faits. Et là, on est dans la situation, c'est-à-dire le management réussi, pour moi, c'est toujours situé culturellement. Avec ton workoscope, tu le Bien sûr. soulignes. Et donc, on doit partir de l'expérience de la trajectoire de vie. Et ça prend du temps pour connaître quelqu'un. Tu veux peut-être rebondir ou est-ce que sinon j'avais une question. Pose-moi ta question, puis Non, 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 mais après. je pense que vous allez, on va se relier pour le coup, Mmh. parce qu'il a commencé à émettre effectivement Ouais. des idées pour relier, Mm. prendre soin de l'autre, prendre soin des talents. Et dans ton livre, tu as 38 idées concrètes pour engager les équipes. Et franchement, il y a des pépites dedans. Je ne saurais pas choisir parce que voilà, et c'est peut-être. Donc ma première question, ça serait peut-être toi, est-ce que tu peux nous partager, enfin partager avec nous quelques bonnes idées pour engager, pour relier, pour prendre soin de Mm. ses talents. Bah, en lien avec ce qu'on a Mmh. discuté, déjà, je voudrais parler du contrat de développement mutuel, donc, Mmh. qui est proposé So dans le wow. livre par Mmh, Sophie mmh. Plumer, et qui est exactement, d'ailleurs, je pense que le culturoscope peut servir ce propos-là. En fait, c'est des entretiens managers-collaborateurs qui sont là pour apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre, pour mieux collaborer ensemble.
Donc ce qu'elle propose, c'est d'avoir, dès que tu prends une nouvelle personne dans ton équipe ou que tu prends en tant que manager une nouvelle équipe, de prendre ce temps, de partager son mode d'emploi quelque Mmh. part. J'aime beaucoup la question que tu as posée et je vais me la poser à moi-même, sur quoi tu es intransigeante, c'est ça, Quelles que sont les 3 choses Mmh. sur lesquelles tu ne transiges pas dans tu la ne te vie? ouais, 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 voilà, ouais. donc mais c'est le type de questions puissantes à mettre dans ce type d'entretien-là. En plus de questions un peu plus basiques, mais globalement, est-ce que tu es plutôt du soir, du matin? C'est quoi les horaires, de réunion, qui fonctionnent le mieux avec toi? Comment tu aimes le feedback, et cetera. Et ensuite, bah, ce qui est proposé dans ce contrat de développement mutuel, c'est de fixer un cadre de revue. Où est-ce qu'on en est dans cette relation? Est-ce qu'on a besoin d'ajustements? Voilà, une fréquence, qui s'adapte en fonction des contextes. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est, Joséphine Boucher de Ticket for Change qui, propose d'avoir des temps de rien Mmh. dans les séminaires. Donc, c'est aussi en écho, Alors C'est une comment on bonne fait un idée temps ça, de hein. rien? Ouais, et content de oui. rien. Et moi, ça me parle énormément en tant que dirigeante d'une Mais du coup, tu es PME. en séminaire et tu fais rien? C'est genre ou c'est quoi Alors tu ne fais de pas rien justement, oui, non, mais enfin, moi, parce que je suis une l'univers adepte a de ce horreur du truc-là, moi, vide. mais ouais. L'univers a horreur du vide. Donc quand Ah, tu prévois de ne rien faire, il ouais. se passe quelque chose. Mais il se passe quoi? Il se passe ce dont les gens et l'entreprise, l'organisation ont le plus besoin. Donc quand tu bourres pas le planning, bah, je sais pas moi, on va aller, marcher dans la forêt et puis, en fait, un tel va parler avec un tel parce qu'en ce moment, ils ont une difficulté relationnelle et ça va converger naturellement et en fait, quand on laisse faire de manière organique, il se passe des choses, extraordinaires. Mmh. C'est juste qu'il faut oser en tant que dirigeant, mettre le temps de rien et lâcher prise au moment où ça arrive. Donc pas être dans la culture du résultat immédiat Mmh. finalement. Donc chez Édouard Pic, Clinitex, les entretiens professionnels qui sont faits par qui tu veux. C'est-à-dire que, je suis un collaborateur chez Clinitex, je choisis avec qui j'ai envie de faire mon entretien professionnel, en partant du principe que si je fais tel métier et en fait j'ai envie de changer de métier potentiellement, c'est peut-être plus intéressant de demander au manager de l'autre équipe de me faire mon entretien professionnel. En partant également du principe que si, en tant que manager, personne ne me choisit jamais Mmh. pour faire ces entretiens-là, ça dit aussi peut-être quelque chose. Et en plus, ils les font en marchant, ils les font, sans rien, quasiment formalisé, Ouais. Il y a enfin à la juste fin, ils ont un une oui, auto-évaluation au exactement, en début. amont quand même pour que la personne soit Oui, structure un peu exactement. Tu as une ses ouais. auto-évaluation en Mmh. amont et en aval, tu as un engagement que tu prends Exactement. et Mmh. qui peut être très divers. C'est pas, je m'engage à mieux faire ça dans mon job. Ça peut être typiquement, je m'engage, à prendre du temps pour faire, ça en dehors de mon job parce que je Mmh. sais que ça va me faire du bien. Je peux en rajouter un ou pas? Allez, on a un peu de Allez, temps. J'aimais bien le congé projet. oui, Ça, je trouvais ça cool. Chez Societex, en fait, c'est un congé, sans solde pour réaliser un projet, mais il est pas tout à fait sans solde puisqu'il y a quand même un prêt, en fait, de 70 du salaire brut qui est accordé à la personne. Alors j'imagine qu'il y a peut-être une sélection, en amont pour voir exactement. si voilà. Et Hem, je trouvais ça en termes de, voilà, de travail du talent, Mmh. de exactement, l'expression de du talent. pépites. Pépite, c'était un bon exemple. Après Sociétech, je sais pas si c'est une grosse boîte ou pas, je me Non, rends pas compte. justement, c'est une petite Tu vois, boîte, c'est ils font du intéressant. M&A. Mmh. Le sujet du M&A, c'est que je sais plus combien ils sont, une trentaine, Ah ouais, quarantaine, je vais d'accord, dire donc des bêtises. Et en fait, le M&A, tu recrutes souvent quand même, des jeunes, hein, dans ton profil qui vont travailler des portefeuilles, des Mmh. opportunités, rencontrer des gens et c'est aussi du temps long. On parlait Mmh. du temps. Mmh. Le temps que ton portefeuille de relations, vende des boîtes, achète des boîtes et cetera, ils se retrouvent régulièrement à avoir, des jeunes qui sont là depuis quelques années et puis c'est 30 ans, il est l'heure d'aller faire le tour du monde, le break, profiter de la vie. Mmh. En tout cas, sur cette catégorie de population, c'est ça le pain point, j'ai envie de Mmh. dire. Donc il s'est dit plutôt que de les perdre, je vais leur proposer, d'aller, un peu comme dans les arts martiaux. Moi, j'aime bien, Mmh. cette analogie. Plutôt que de lutter contre la force qui est contre moi, je vais essayer d'aller avec pour voir ce que ça fait. Donc il a construit un dispositif, avec un accord collectif et tout. Tout est disponible publiquement pour accompagner ces périodes-là avec, une durée limitée, un niveau d'ancienneté minimum, et pas plus d'1 personne par équipe en même temps. Enfin voilà, des garde-fous qui Bien sûr. permettent la Mmh. continuité et effectivement, si ton projet est validé, tu touches 70 de ton brut pendant, 6 mois, mettons. C'est un prêt et donc à la fin, tu t'engages à le rembourser, sur une durée, de travail pendant laquelle tu vas avoir des augmentations donc voilà, Mmh. c'est lissé, et si tu pars, tu rembourses. Il y a aussi après j'arrête, mais parce que je pourrais en dire d'autres, mais le Vie ma vie géant de Malakoff aussi Mmh. humaniste, parce que souvent le Vie ma vie, le truc ça, souvent on se dit: Mmh. «Oh c'est Mmh. quoi ce truc?»
Mais moi, j'adore ce Mmh. concept de vie ma vie et je sais qu'il y a plein de boîtes qui innovent, sur le sujet, mais parfois on n'ose pas et c'était un Mmh. peu le l'angle que tu avais choisi dans le livre. En fait, Ouais. ce que disait la personne qui témoignait, elle disait: «Bah, en fait, parfois on n'ose pas aller voir le manager ou Mmh, quelqu'un mmh, d'autre, enfin, son mmh. manager pour dire: «Bon, j'aimerais bien aller explorer un métier». Le manager, il va dire: Ouais. «Tu veux partir de mon équipe, c'est mal». Et puis après, il y a le temps, en fait, le Mmh. fameux temps, Mmh. qui Qu'on vaut ne de prend l'argent, pas. qu'on Mmh. ne prend pas, et donc là, elle organise vraiment des campagnes, d'après ce Mmh. que j'ai compris, pendant 3 semaines pour encourager, les On personnes à événementialise, ouais exactement, et on ça, du coup, ça je événementialise pense, le ça Vie ma vie. décomplexe beaucoup, les Mmh. personnes, qui ont envie de se lancer dans ce Vie ma vie. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi sur ce sujet, c'est que souvent le Vie ma vie, il est pensé pour la mobilité professionnelle, donc Mmh. changer de job et c'est ce qui, crée tous Mmh, les freins que tu as évoqués: «Ah non, il va partir, non, j'ose pas complètement. demander» et eux, ils l'ont relié à la question du sens au travail ou du sens du travail, en disant, «C'est l'occasion d'aller découvrir le métier des gens avec qui parfois vous interagissez toute la journée, Mmh. mais vous n'êtes pas à leur place». Mmh. Donc ça ouvre, les raisons pour lesquelles on fait le Vie ma vie en l'événementialisant et je trouve que c'est très Bah, la vertueux. fameuse reliance, en fait, là, on crée des ponts, en fait, pour le coup, Ouais, c'est ça, on crée Mmh. des ponts et puis en vous écoutant, je vois beaucoup l'importance aussi de changer d'espace physique. Moi, tu évoques la marche. Mmh. Souvent, je suis surpris parce que j'ai encore beaucoup de managers qui me disent: «Moi, je recrute dans mon bureau», s'ils ont un bureau. Je leur dis: «Non, recrutez pas dans votre bureau, recrutez en salle de réunion». Puis ils me disent: «Moi, je relis le CV avant de rencontrer la personne». Non, relis pas le CV. Essaye de laisser un espace de découverte. C'est ça aussi la reliance. Suspends ton jugement. Mmh. Et donc, il y a plein de choses là dans ce que tu exprimes, Anaïs. Il y a cette idée de l'importance de la marche. Un bon entretien, c'est jamais en un seul lieu physique. Et plus l'entretien est difficile, plus on doit changer d'espace. Parce qu'on a à ce moment-là toutes les chances que la personne revienne te voir en te disant, tu sais, il faut encore que je te dise quelque chose. Et c'est le fait d'avoir changé d'espace qui a fait que la personne a osé se mettre en mots. Je crois beaucoup à ça. Mmh. Je dis souvent qu'un entretien réussi, c'est jamais en un seul lieu, c'est jamais en une seule fois et c'est jamais tout seul. Une autre question pour les dirigeants. Sur cette année, combien as-tu créé de liens pour tes meilleurs éléments avec quelqu'un de l'extérieur de l'écosystème? Ça peut être un mentor, ça peut être un vieux prof, ça peut être un jeune chercheur. Combien tu as créé de liens et de rencontres authentiques? Mmh. Calcule, donne-moi le nombre. C'est des questions qu'on doit poser, ça, pour passer du rendez-vous à la rencontre. C'est-à-dire qu'on a été élevé dans un processus éducatif, c'est ma note, c'est ma copie, c'est ma crainte de l'échec encore beaucoup. On est quand même beaucoup marqué par cet individualisme foncier. Et je pense qu'une large part de notre propos, c'est de passer du rendez-vous à la rencontre, de passer de la coexistence à la reconnaissance. Eh bien, il faut mettre en mouvement. Le management, c'est une morale de l'énergie. Je répète ça, mais il faut vouloir. Et donc, il faut se désengager des modèles éducatifs qui sont Mmh. les nôtres et à un moment donné, devenir adulte. Et devenir adulte, pour moi, c'est renouveler nos pratiques managériales. On doit les réenchanter. On doit, comme tu l'as fait dans ce livre, on doit donner des outils simples qu'on porte avec abnégation et les faire vivre au terrain pour les transformer. Ça, c'est la Mmh. boîte à outils et le sens du bricolage. Ouais et puis peut-être la philosophie qu'il y a derrière mon livre aussi et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure et le nom de ma boîte, So Many Mais Ways, oui. c'est qu'il y a pas un seul chemin en réalité. Pluralité, les Il y a voilà, il y a, plein de vécus à un instant T et donc comme on n'a pas le même vécu à un instant T, l'outil qui va nous être utile pour faire le prochain pas, c'est pas la même chose selon qui on est en tant qu'organisation et en tant que manager. Donc on a besoin d'avoir une large palette de possibles Mmh. et d'exemples, qui néanmoins racontent, c'est peut-être ce qui manquait, c'est ce qu'on disait, on manque d'un cap commun, donc il faut un cap commun. Je pense que celui qu'on partage ici, c'est quelque chose, voilà, de foncièrement, humaniste. Mmh. Et dans ce cap commun, quel est mon prochain petit pas possible et qu'est-ce que je vais pouvoir copier, répliquer, m'inspirer mmh. pour tendre vers ça et on ne fera que tendre, on n'y arrivera pas Le à sens de l'échelle la de nos vie, j'ai vies, envie de dire aussi, parce que ça il y a pas de là, on mais sort s'en du KPI. rapprocher. Mais là-dessus, je rebondis aussi parce qu'on tricote, là, on converse, mais une équipe dirigeante, elle est soucieuse du cap et du cadre, les Mmh. deux, l'étoile et le chemin. Et une des belles questions qu'on peut leur poser, c'est pour que justement ils se mettent en mouvement davantage, quelles sont les 5 bonnes raisons de rejoindre ton entreprise, qui existent peu ou pas chez ton concurrent principal? Mmh. Voilà une excellente question à poser à une équipe de direction, pour qu'elle fasse un travail d'abord de clarification des compétences qu'on acquiert chez nous. Souvent, le travail n'est pas fait, on passe déjà au projet d'après. Mmh. Donc ça, c'est le cap, c'est l'étoile. Et puis, si on veut bien travailler avec des personnes qui discutent des principes, qui sont en co-construction, il faut poser un cadre. Et le cadre, c'est comment on fait. Et je crois que ça, c'est important. Le chemin et l'étoile, les deux. Et les 5 bonnes raisons de nous rejoindre, qui existent peu ou pas chez notre concurrent principal, on devrait même ajouter une autre question, c'est, dis donc, quelles sont les 3 raisons de nous quitter?
Et ça gratte un peu plus. En fait, notre conversation, pour moi, et j'en suis très heureux, elle s'ordonne aussi autour de l'art du questionnement. Questionner l'autre, se questionner, se laisser questionner. En tout cas, un Ah oui, retour à la maïotique qu'on devrait à Mmh. une vraiment. hygiène du questionnement que peut-être on a un peu perdu parce que, voilà, on vit Ouais. dans cette époque du rapide, de tout doit être rapide, on doit avoir du KPI, on doit avoir des résultats, Des certitudes. mais il y a aussi l'IA qui est arrivée, donc on se questionne moins, parce que, on a un outil, qui nous aide à nous questionner. Je dis pas que c'est mal l'IA, parce que Non. c'est un très Non. bel outil, quand, encore une fois, on sait Mmh. l'utiliser. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que le questionnement, c'est l'outil le plus magnifique en tant Mmh. qu'être humain Ben, j'en suis et on sûr. peut l'utiliser dans toutes les circonstances de la vie, dans l'éducation, avec ses enfants, avec, dans Mmh. le travail, Et comme citoyen, et c'est ce qui nous exactement. Mmh. rassemble. Une question qu'on ne pose pas toujours. Quelles sont les 3 choses que tu apprécies le plus dans mon management? Et le faire en marchant. Mais souvent, les gens me disent: «Mais non, j'ai pas le temps de faire ça, Philippe». Bah, si tu as pas le temps de faire ça, Prends-le, tu sais prends-le. prends-le Jean-Pierre. Mais oui, prends-le Jean-Pierre, comme ça tu créeras vraiment des espaces de parole. Mmh. Ouais. Être apprenant, c'est vraiment créer ces espaces de Mmh. parole et comme tu l'as dit, ce sont des conversations. Moi, c'est la question que j'aime bien puisque on est dans les questions et que je Non, mais c'est bien mentionne parce également. ils auront plein d'outils pour refaire, Mais ouais, déjà leur travail intérieur et puis aussi peut-être pour les entretiens de recrutement ou d'évaluation. Mmh. C'est, de poser la question en tant que manager à chacun des membres de son équipe: «À quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu cette année?» Mmh. Ou à l'inverse, il y a rien, pas reconnu. Et ça, en lien avec le workoscope, on n'a pas tous le sens, la reconnaissance, c'est des notions abstraites. On met chacun des besoins différents Mmh. derrière et quand tu poses cette question-là, tu vas capter ce qui est vraiment important pour la personne. Mmh. Elle va te dire, «Ah ben le 5 mai à 10h48, quand, tu m'as dit que, c'était, particulièrement, beau, la présentation que j'avais fait pour tel client. Bon, bah, voilà quelqu'un, pour qui, la reconnaissance va passer, par, relever le supplément d'âme qu'il a mis dans cette présentation, quoi, j'en sais rien. pour être proche, il faut s'approcher. C'est Lévi-Strauss qui disait ça. Pour être proche, il faut s'approcher. J'invite vraiment de tout cœur les équipes dirigeantes, les partenaires sociaux, tous ceux qui ont responsabilité, à aller enseigner, à aller témoigner, à aller à la rencontre de jeunes et de moins jeunes. Nous sommes dans un pays où, d'une certaine manière, la fragmentation dont tu as parlé au début fait que la pratique est là, l'enseignement est là et la recherche est là. Et on a du mal à faire des ponts, des liens et des Mmh. correspondances entre ces mondes. Il est temps de co-construire. Et donc, Mmh. pour moi, un dirigeant, c'est quelqu'un qui, au moins une journée par an, transmet son savoir, prépare son cours, est soucieux de travailler avec des jeunes qui ne lui ressemblent pas, et Mmh. idéalement, il s'immerge en fait auprès de publics qui ne ressemblent pas à ses enfants, car nos enfants nous ressemblent. Il faut qu'on croise les mondes. Il faut que l'entreprise, qui est une affaire de société, disait Renaud Saint-Saulieu, il avait 1000 fois raison, soit ce lieu en fait où on apprend un métier et donc on est dans la quête et même dans la création d'une identité plurielle. Mais en plus, il faut qu'on aille en fait à la rencontre de gens qui ne nous attendent pas, qu'un avenir est possible pour des jeunes qui n'entendent jamais parler le soir en fait de l'entreprise. Je crois Mmh. qu'il y a urgence aujourd'hui, hein.